cette présentation et aussi ce que je fais un peu chez Assessfirst, c'est important de revenir un peu sur mon parcours. Donc j'ai une double formation qui me donne aujourd'hui chez Assessfirst 2 métiers différents qui sont complémentaires mais qui ont aussi un point commun, c'est que c'est parmi les métiers les plus flippants aujourd'hui. J'ai une formation en machine learning et je suis également psy. Donc au final, ça me permet de créer des algos assez complexes tout en écoutant les problèmes des gens. Du coup, je me suis demandé pendant longtemps quelle a été la meilleure introduction pour vous parler d'IA générative. Et au final, je me suis dit que j'allais tout simplement vous montrer d'IA générative. Donc je vous présente cette personne sur qui beaucoup de personnes chez Assessfirst ont un petit crush en ce moment, qui a été entièrement du coup générée grâce à 2 IA génératives dans le cadre du développement d'un nouveau questionnaire basé sur des images. Mais alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le niveau de finesse, de détail et de naturel qu'on a atteint est vraiment hallucinant. Et c'est ce qui est corroboré par le rapport qui est sorti il y a quelques jours de l'université de Stanford, qui nous donne 3 grands apprentissages principaux. Premier apprentissage, c'est tout simplement que les investissements dans l'IA générative ont été multipliés par 8 sur les 2 dernières années, pour atteindre 26 milliards d'euros dans le monde. Deuxième apprentissage, ces IA sont de plus en plus perfectionnées, c'est-à-dire qu'elles vont moins halluciner. Et dernier apprentissage, qui est peut-être un peu paradoxal quand on voit l'impact des IA et leur évolution, c'est qu'on n'a jamais atteint un niveau de nervosité et de préoccupation à ce niveau-ci chez les collaborateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde, on a un peu plus d'une personne sur 2 qui est préoccupée par rapport à l'intelligence artificielle générative. Est-ce qu'au final, c'est paradoxal? Pas vraiment. Et je vous explique pourquoi. Les gens prennent de plus en plus conscience qu'il y a un changement profond qui est en train de se jouer. Par exemple, si je vous reprends les tendances de recherche sur Google relatives au terme intelligence artificielle, on se rend compte que sur les dernières années, il y a vraiment eu un gap sur le nombre de recherches et sur l'intérêt des gens par rapport à ce terme-ci. Et ce qui est intéressant, et là c'est un peu le côté psy qui va parler, c'est que dans tout changement, chaque individu, chacun d'entre nous va passer par exactement cette phase de préoccupation. Et c'est vraiment, s'il y a un truc à retenir de cette presse, si vous retenez ça, je serais déjà très content. Donc cette phase de préoccupation qui permet aujourd'hui de gérer n'importe quel type de changement. Première phase qui est marquée par l'absence de préoccupation. C'est-à-dire que les gens vont se dire, bah non, en fait, l'IA, c'est pas pour moi, c'est très lointain, ça va pas m'impacter. Ça, on y était il y a peut-être encore 1 an, 2, 3 ans en arrière, où les gens n'étaient pas préoccupés. Deuxième phase, une phase de préoccupation centrée sur soi-même, où là, les gens vont s'interroger sur concrètement comment ça va impacter mon job, mes objectifs, est-ce que l'IA va me remplacer. Troisième phase sur l'entreprise, 4e phase sur le changement. Ensuite, des préoccupations plus centrées, on va dire, sur l'expérimentation, la collaboration et l'amélioration continue. Et on va considérer qu'à partir de la 5e phase, donc sur l'expérimentation, le changement sera accepté. Et là, grosso modo, ce qui se passe, c'est que tout simplement, il y a une majorité de la population qui bascule de cette phase d'absence de préoccupation à une phase de préoccupation sur soi-même. Et pour s'en convaincre, on va juste retourner sur Google. Voilà, quand on tape est-ce que l'IA, qu'est-ce qui va se passer? Au final, est-ce que l'IA va remplacer les développeurs? Est-ce qu'elle va remplacer les profs? Est-ce qu'elle va remplacer les ingénieurs? Est-ce qu'elle va remplacer mon job? Donc au final, il y a une grande majorité de la population aujourd'hui qui est vraiment bloquée sur ce second niveau de préoccupation et qui vont s'interroger sur le devenir de leur job. Et ça, c'est aussi alimenté, on va dire, par des médias qui sont parfois un peu sensueux. Je ne vais pas arriver à se prononcer ce mot, j'arrive pendant la répétition, mais pas là. Des médias qui prennent le sensationnalisme, voilà, il est passé, et qui vont en fait mettre en position de concurrence l'intelligence artificielle et la machine. Et le problème de tout ça, c'est quand on me dit, moi personnellement, que quelqu'un ou quelque chose peut me remplacer, naturellement, ça va me mettre dans une proposition de confrontation, et je vais chercher à montrer que je suis tout simplement meilleur. Mais le problème, c'est que ça amène vraiment une occasion manquée de considérer l'IA comme un réel catalyseur, on va dire, du potentiel humain. Et deuxième apprentissage que j'ai vraiment envie que vous reteniez, c'est que dans le fond, les technologies ne changent pas vraiment les sociétés. C'est vraiment leur réappropriation par l'être humain qui permet d'en faire de réelles évolutions. Donc, in fine, et selon moi, l'IA, c'est surtout une révolution humaine plus qu'une révolution technologique. Et quand on comprend ça, quand on comprend que humain et intelligence artificielle sont complémentaires, ça donne des résultats qui sont assez dingues. J'en prends pour preuve cette expérience qui a été publiée par des chercheurs du MIT dans Science et qui montre tout simplement que quand les collaborateurs ont compris comment intégrer l'IA, notamment générative, à leur activité, ils sont 40% plus performants et ils produisent aussi un travail de bien meilleure qualité. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'IA générative permet aussi dans les entreprises de réduire l'écart de performance qui existe entre les collaborateurs qu'on va qualifier de moins bons et les meilleurs. C'est-à-dire que vraiment,
Les collaborateurs qui sont peut-être plus en difficulté, qui sont considérés comme moins performants, vont davantage bénéficier des acquis et des apports de l'IA, au point de réduire cet écart et de mettre, on va dire, tout le monde sur le même piédestal. Et si on regarde encore de manière un peu plus fine sur le type d'activité que l'IA va nous permettre d'accélérer et d'optimiser, je vous ai pris l'exemple d'un métier de développeur avec 4 types de tâches. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, l'IA générative permet d'automatiser, on va dire, quasiment 50% de la documentation du code, un peu moins sur la partie génération de code, encore un peu moins sur le refactoring, et très très peu, donc juste 10%, sur les tâches beaucoup plus complexes. Et ça, c'est important, puisque qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit tout simplement que l'IA générative va nous permettre de nous recentrer sur vraiment des tâches qui ont beaucoup plus de sens pour nous, qui ont plus de valeur ajoutée, et qui nous apportent plus de satisfaction. Et c'est essentiel, puisque, in fine, et je vous invite aussi à réfléchir à cette question, est-ce qu'être humain, c'est enchaîner les tâches un peu comme une machine, ou alors est-ce que c'est pouvoir se reconcentrer sur des tâches qui ont une plus forte valeur ajoutée pour nous? Et donc, je pense qu'aussi, un des problèmes de l'IA, c'est qu'elle nous amène peut-être à davantage réfléchir sur ce qui nous rend humains. Et c'est une conversation, une réflexion qui est parfois un peu complexe, puisque dans les entreprises, on a pendant très longtemps considéré que le talent des collaborateurs, c'était leur capacité à engranger des savoirs, leurs compétences techniques, leurs compétences métiers. Et je vous pose la question, je vous invite à participer. Selon vous, aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce qui fait le talent réel de vos collaborateurs? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que vous diriez? La passion, apprendre des choses. Quoi d'autre? Ok. Qu'est-ce qui fait vraiment, qu'est-ce qui nous rend humains? Qu'est-ce qui fait le talent des gens dans les entreprises? Pardon? L'empathie, ok. Empathie, créativité, quoi d'autre? Collaboration, exactement. En psychologie, c'est ce qu'on appelle le capital psychologique. Et il y a une règle qui est aujourd'hui la plus admise dans la communauté scientifique, c'est que le talent, c'est la règle, on va parler de règle du capital psychologique au bon endroit. C'est-à-dire à quel point votre personnalité, vos motivations et vos capacités de raisonnement sont alignées par rapport à ce qui fait la réussite sur le job. Avec une corrélation qui va jusqu'à 0,51. Alors, j'ai conscience que des corrélations de ce type, ça va, on va dire, exciter que des gens comme moi qui font des stats. Donc pour vous expliquer une corrélation, tout simplement, ça représente le lien entre deux variables. Plus la corrélation tend vers 1, plus ce lien est fort, et plus elle tend vers 0, plus il y a absence de lien. Et pour bien comprendre ça, on va le comparer rapidement, cette corrélation, à des corrélations de la vie quotidienne. Par exemple, selon vous, la corrélation entre l'expérience et la performance, elle est de combien? Donc vraiment, j'ai plus d'années d'expérience et je vais être plus performant. À votre avis, est-ce qu'on tend plus vers une corrélation forte, donc vers 1, ou une corrélation faible vers 0? Vers 1, ok. On est sur une corrélation de 0,06. Donc d'un point de vue scientifique, et d'après toutes les méta-analyses, il n'y a aucun lien entre la performance en poste et l'expérience d'un collaborateur. Autre type de corrélation entre la prise d'ibuprofène et la diminution de la douleur, à votre avis? J'ai mal à la tête, je prends un cachet d'ibuprofène, à votre avis, quelle est la puissance au final du médicament? 0,8, ok, on a des chimistes. On est sur 0,14, donc vous voyez quelque chose qui commence à monter, mais qui n'est pas encore dingue. Autre médicament pour un autre type de problème, la prise d'un comprimé de Viagra est la petite chose magique, donc je vois que le chrono défile, donc je vais y aller, elle est de 0,38. Donc quand je vous dis qu'au final, la relation entre la personnalité et la performance, elle est de 0,51, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que la personnalité est plus puissante que le Viagra, mais pour un objectif différent. Donc, encore une fois, s'il y avait une dernière chose à retenir, c'est qu'aujourd'hui, le talent, c'est la personnalité au bon endroit. Et c'est tout simplement des compétences comme toutes celles que vous avez mentionnées, l'empathie, la créativité, le jugement critique, la communication, la collaboration, qui font aujourd'hui la réelle expertise et le réel talent de vos collaborateurs à l'ère de l'intelligence artificielle. Et du coup, une question beaucoup plus intéressante à se poser, c'est de savoir justement comment venir combiner ces qualités humaines intrinsèques à ce que va apporter l'IA. Donc c'est au final mon métier, ce qu'on fait chez Assessors au quotidien, et je vais aller très vite puisqu'il reste 30 secondes, en mettant, on va dire, à disposition des RH des outils basés sur l'intelligence artificielle, mais qui vont vraiment vous permettre d'optimiser votre quotidien. Par exemple, à travers l'identification des compétences clés pour un poste, en analysant par exemple les performances de l'ensemble de vos collaborateurs dans votre entreprise. La génération aussi automatique de grilles d'entretien structurées en fonction d'un poste, donc vraiment avec une analyse de la personnalité de la personne, les questions à poser et une grille d'évaluation.
Aussi la génération de plans de développement personnel pour accompagner le collaborateur dans son développement. Et donc, in fine, des outils qui vous permettent aujourd'hui de vous recentrer sur les tâches qui sont les plus importantes, à savoir l'accompagnement de vos collaborateurs et de vos candidats, et vous aider à vous recentrer sur ce qui vous rend réellement humain.